Rentrée très chaude et très mouvementée cette semaine sur les marchés, avec au-delà de l'ISM manufacturier et des services aux États-Unis qui sont ressortis tous les deux inférieurs aux attentes. Les deux principaux événements de la semaine étaient l'emploi mensuel aux États-Unis et les minutes de la Fed. Ça avait bien commencé mercredi avec la publication de l'ADP, donc les créations d'emplois dans le secteur privé, qui est ressorti 2 fois supérieur aux attentes, donc 2 fois plus de création d'emplois. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle? Eh ben pas tellement, parce que si on arrive proche du plein emploi, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Fed va resserrer les boulons. Et donc, moins d'argent gratuit, en langage Wall Street, moins de quantitative easing. Et justement, nous avons eu le soir même les minutes du FOMC qui expliquent un petit peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé le 14 et le 15 décembre lors du discours de Jérôme Powell lorsqu'ils se sont réunis. Oui, parce que les minutes du FOMC ont toujours lieu 3 semaines après le discours de Powell. Et ben allons-y, le point chaud. La Fed part du principe qu'elle va commencer à resserrer les boulons une fois qu'il y aura le plein emploi. Pour cela, elle n'utilise pas que le taux de chômage, parce qu'on sait que le taux de chômage, ça peut être un petit peu traficouillé. Et donc, il n'est pas forcément représentatif de la situation. Elle utilise notamment le taux de personnes qui sont au chômage par rapport aux offres d'emploi. Et là, nous sommes sur des plus bas historiques à 0,65%. Et oui, il y a beaucoup plus d'emplois qui sont créés que de personnes qui recherchent un emploi. Donc ça, c'est plutôt bien. Elle utilise également le taux de participation qui est un peu plus représentatif que le chômage. C'est la somme de tous les travailleurs qui ont déjà un emploi ou qui sont à la recherche active d'un emploi, divisé par le total de la population qui est en âge de travailler. Et on voit ce pic haussier après le Covid, ce qui est plutôt positif là aussi. Au vu de tous ces éléments, et on va passer, oui, toutes les pages du rapport, résumons tout ça en un graphique avec les projections. Le PIB va se réduire d'année en année, le taux de chômage à 3,5%, on est bon. L'inflation, elle a explosé en 2021, mais a priori, elle devrait se réduire. Pourquoi ? Parce qu'on va resserrer les boulons, on va limiter les injections de liquidités, et oui, les taux vont progressivement remonter. Jusque-là, on a compris que la situation va mieux. On savait déjà fin 2021 que 3 hausses de taux étaient prévues en 2022, mais dans ce rapport, nous avons eu quand même 2 éléments qui ont plutôt bousculé les marchés. Premièrement, la hausse des taux pourrait arriver plus rapidement que prévu, et à partir de ce moment-là, on est en train déjà de se poser la question de commencer à réduire le bilan. Donc, le quantitative easing termine à dos. Et oui, bilan qui, depuis 2002, a légèrement progressé. Léger. Oui, 1000% de perf quand même sur le bilan. C'est pas mal. Jusque-là, tout semble relativement logique. Les marchés qui étaient sur des records historiques, et d'ailleurs, ils n'en sont pas très loin encore. En effet, si nous prenons un peu de recul, vient là que je mette le graphique en weekly, on est loin de la fin du monde. Sauf éventuellement si on inverse le graphique. Là, effectivement, ça fait flipper. Sauf qu'arrive vendredi et nous avons à ce moment-là le NFP, les Non-Farm Payroll. Le chiffre qui est beaucoup plus suivi que l'ADP, même si ça concerne aussi les créations d'emplois. Je rappelle l'ADP 2 fois mieux de création d'emplois que prévu, donc, a fortiori, le NFP sera, il sera forcément, eh ben non, faux, 2 fois moins de création d'emplois que prévu. Alors, pourquoi l'un explose et l'autre, c'est tout pourri? La minute pédagogie avec Xavier Felot. L'ADP est réalisé au travers d'un logiciel de ressources humaines. Le NFP, lui, est réalisé auprès d'un sondage, donc réalisé auprès de 150 000 entreprises, dans 50 États américains et dans 450 régions. C'est basé sur un échantillonnage réalisé par un bureau de statistiques. L'ADP, lui, est réalisé par Moody's Analytics, basé sur les fiches de paye. Alors pourquoi il y a une petite différence entre les deux? L'ADP, lui, ne prend en compte que les salariés actifs, alors que l'NFP porte sur les salariés qui sont rémunérés. Et il peut y avoir une différence entre les deux, preuve en est, au travers notamment d'un changement de main-d'œuvre temporaire, tout ce qui s'appelle notamment le frottement, les changements structurels, etc. Bref, c'est pas calculé pareil. Et ça met le bazar du coup parce que l'ADP, qui était largement meilleur que prévu, on s'est dit bon bah c'est normal, la Fed va relever ses taux, tout ça. Et le NFP montre que finalement, c'est pas forcément la fête du slip. Ce qui est certain, c'est que le taux à 10 ans aux États-Unis s'est envolé tout au long de la semaine et il a fait des nouveaux records, en tout cas des plus hauts, de toute l'année 2021. Je crois qu'on va faire la deuxième minute pédagogique. Avec Xavier Felot. Jusqu'à présent, les taux remontent, c'est pas vraiment un problème. Au contraire, ça a plutôt tendance pour les investisseurs de rechercher des actifs risqués. Donc c'est plutôt positif pour le marché. Par contre, là où ça devient un problème, c'est quand il commence à monter haut et fort, et là ça peut être synonyme de surchauffe. Et
effectivement de resserrement monétaire beaucoup plus rapidement que prévu, donc de liquidité beaucoup moins déversée. Première conséquence donc pour les actifs risqués, notamment le marché des actions, ça devient un petit peu plus compliqué, sachant qu'ils se sont quand même emballés tout au long de l'année 2021, on était sur des records historiques. On fait une petite phase de consolidation, c'est normal. Et d'un autre côté, on va le voir juste après d'un point de vue technique, c'est pas forcément dramatique. Deuxième conséquence, c'est la sous-performance des valeurs techno. Elles sont bien valorisées, elles ont besoin de financement. Le financement coûte plus cher, elles vont faire moins d'investissement. C'est en train de s'ajuster un petit peu. Le Dow Jones, lui, a baissé, mais quant à lui, beaucoup moins vite que l'indice Nasdaq. Attention donc, tant que les taux à 10 ans aux États-Unis ne baissent pas, à ne pas privilégier les valeurs technologiques qui vont souffrir beaucoup plus que les valeurs cycliques, donc plutôt privilégier à l'achat l'indice Dow Jones si on cherche en tout cas des stratégies acheteuses. Donc si je vois des signaux à l'achat sur l'indice Dow Jones sur des belles zones d'intervention, je privilégierai plutôt lui tant que le taux à 10 ans aux États-Unis ne rebaissera pas. D'ailleurs, le fonds ARK Innovation, lui, s'est fait un petit peu déchirer. Moins qu'on puisse dire, il a perdu 40% depuis ses plus hauts à cause de la souffrance des valeurs de croissance. Et il enregistre même des plus bas par rapport au début du Covid. L'indice CAC 40, lui, reste perché au-delà des 7000 points. On est sur la borne haute d'un canal ascendant. Une petite phase de consolidation qui n'est somme toute pas dramatique. En tout cas, tant qu'on ne passe pas en dessous des 7000 points. D'ailleurs, cette zone-là sera plutôt pour moi une zone d'achat puisqu'elle correspondra au point de passage des moyennes mobiles. Ici en bleu, moyenne mobile à 20 jours et en rouge, moyenne mobile à 50 jours qui matérialise encore une fois cette tendance de fond haussière. J'attendrai donc plutôt un repli parce que c'est vrai qu'en termes de timing, acheter la bande haute d'un canal ascendant, ça fait un petit peu FOMO. L'indice allemand DAX, lui, est dans un range entre 15 000 et 16 200 points. Alors ça tombe bien parce que 16 200 points, c'était notre zone offensive de la semaine dans le carnet de bord. Audrange, c'est un plan de trading offensif, ça passe. La zone d'achat se situe plutôt autour des 15 000 points, hein, comme j'en parle ici depuis quelques semaines sur cette chaîne. Je sais, ça fait loin, mais il faut être un petit peu patient. Le silver, je suis toujours à l'achat sur cette grosse zone mensuelle. Un premier départ a eu lieu et puis tout de suite, on a eu la MM50 Daily en rouge. Ça a fait barrage, c'est retombé. Je suis toujours en position. Je le laisse respirer pour le moment puisque je n'ai pas d'invalidation. Concernant les entreprises, on a GameStop, ça y est, qui s'investit lui aussi dans les NFT. Il a embauché 20 personnes pour pouvoir créer un centre en ligne d'échange de NFT dans le domaine des biens virtuels de jeux vidéo. Autrement dit, les avatars, les armes, et tout ce qu'on peut avoir en termes de jeux vidéo. Et a priori, elle va signer 2 partenariats avec 2 sociétés crypto. Ça lui permettra de partager cette technologie et investir dans le développement du jeu qui utiliserait les NFT et a fortiori la blockchain. Autre développement, on a Mana de la blockchain Decentraland qui va également s'associer avec Samsung. Là, on est plutôt dans la réalité virtuelle. Samsung va donc lancer une version virtuelle de l'un de ses magasins phares, le 837 à New York. En attendant, lui, le marché des cryptos bat de l'aile. On a fait le point complet dans le crypto hebdo de mercredi. Depuis, il s'est passé quand même pas mal de choses. Hormis le fait que le Bitcoin, lui, est toujours dans une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas, des zones de résistance qui n'arrivent pas à être débordées. Ça, c'est pas nouveau, on le sait depuis 1 mois et demi maintenant. On a noté également cette zone des 40 000 $, ça correspond au plus haut de l'été dernier, également au plus bas du mois de septembre. Là, c'est une grosse dalle de béton, hein. Faut pas passer en dessous et surtout, faut passer maintenant au-dessus des 46 000 $. C'était le précédent support intermédiaire qu'on a travaillé pendant 1 mois avant de l'enfoncer. Ça sera donc désormais une zone de résistance qui va d'abord commencer à falloir s'affranchir. Et ensuite, on parlera des fameux 50-52 000 $ qu'on connaît maintenant tous depuis 1 mois. On est toujours dans un marché très hétérogène. Des forts, des faibles. Un marché qui est finalement dans sa globalité, hein, si je prends la capitalisation totale, plutôt flat depuis maintenant 5 mois. Pour ça, faut prendre un peu de recul. On a moins de gros pumps, on a moins de gros dumps, même si on avait connu cette séance de flash crash le 4 décembre. Depuis, ça s'était plutôt calmé. Donc plutôt que d'essayer de chercher le point bas sur des cryptos qui sont en tendance baissière, parce que c'est très difficile à trouver, plutôt d'essayer de travailler les plus fortes, celles qui sont dans des tendances haussières daily. Alors certains diront peut-être que oui, ça fait FOMO, t'achètes trop, etc. Après, est-ce qu'il vaut mieux acheter quelque chose que tout le monde veut plutôt que d'essayer d'acheter ce que personne ne veut et ce depuis des semaines voire des mois? Ça, déjà, c'est une question. Dans les tendances qui sont haussières, voire même qui sont sur leur record historique, nous avons par exemple Atom de la blockchain Cosmos, One de la blockchain Harmony ou encore Matic.
Parce que oui, c'est très difficile aujourd'hui de savoir demain, parmi celles qui baissent le plus fort, celles qui vont remonter le plus vite. Où est-ce que ces tendances baissières vont s'arrêter? Sur laquelle est-ce que je vais chercher le point bas? Libali-baloum. La deuxième chose, c'est éviter de s'éparpiller. Je sais que c'est très facile à dire, mais c'est très difficile à faire parce que lorsqu'on est dans des marchés comme ça, pas dire baissier, mais en tout cas des phases de solde, on a envie de tout acheter, sauf qu'on n'a pas le budget pour. Il y en a beaucoup qui sont sur des gros niveaux daily, sauf que on peut pas en avoir partout. Donc, faut sélectionner, faire des choix et prendre ses responsabilités. Le mieux est d'avoir une poche consacrée à celles qui sont les plus fortes, celles qui montent. Quitte d'ailleurs demain à changer de fusil d'épaule s'ils redeviennent un petit peu plus faibles. On l'a connu au cours de ces dernières semaines, par exemple Solana, qui a eu beaucoup de problèmes sur sa blockchain. À 3 reprises, elle s'est fait attaquer. Donc forcément, les investisseurs sont pas en mode on va acheter celle-là en priorité. EGLD de la plateforme Elrond a également eu quelques soucis lors du lancement de son nouvelle application DEX. Donc là, c'est comme Solana en fait. Ça a été l'une des stars de 2021 et puis en ce moment, c'est pas forcément celle privilégiée par les investisseurs. Alors attention, il faut pas les enterrer parce que peut-être que demain, elles vont se réveiller, etc. Mais le mieux à faire dans ces moments-là, c'est plutôt de se mettre des alertes au-dessus de la tête, de les rabaisser progressivement et dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a un nouvel engouement, là à ce moment-là, allouer une partie de son capital là-dessus. À ce sujet, on avait eu FTM qui était la star de 2021. Puis pendant 2-3 mois, il s'est plus rien passé. Elle avait perdu 50%. Et derrière, elle est repartie. Donc toute la difficulté, c'est de se délaisser un peu lorsque ça part pas dans son sens et de revenir à la charge lorsque le marché nous donne des éléments positifs. Il faut pas avoir de regrets en disant oui, mais peut-être que j'aurais dû tout garder, etc. Si on est dans cette démarche-là, ça va être très compliqué. Sachant que je pars du principe que 2022, on va être dans ce gros marché de range, donc il va falloir s'y habituer. Et ensuite, il y a une autre poche, quelques-unes perso que je te partage ici, qui sont pas forcément d'ailleurs dans des tendances haussières daily, mais qui m'intéressent pour les projets, pour la blockchain et autres. Je t'en cite quelques-unes. Sandbox, qui arrive également sur un niveau daily. L'Ethereum, même si elle a pété ce niveau daily des 3700 $. Ou encore BNB, qui a fait quand même preuve de force fin d'année 2021. Et garder du cash, parce que pour le moment, non, le marché des cryptos n'est pas dans une dynamique globalement positive, je dis bien globalement. Et en plus, ça permettra de recharger si jamais on a un dump à un moment donné. Ce cash qu'on a en magasin, on pourra l'allouer lorsqu'il y a des dynamiques positives, lorsqu'on arrive à en détecter une ou deux, ou de profiter d'un énième dump. La volatilité est quand même en train de se calmer sur le marché des cryptos. Alors, toute chose étant relative, c'est sûr que si on regarde des bougies 5 minutes, bon bah c'est très volatile. Mais si on regarde nos graphiques en daily, je ne vais pas dire qu'il se passe grand chose, mais oui, on est dans une petite pression baissière à court terme, mais est-ce qu'on a les grandes tendances de fond qui sont remises en question? Pas forcément. Donc il faut toujours contextualiser. Ça sert à rien de regarder son portefeuille tous les 5 minutes. Et très important, le Bitcoin, c'est peut-être le chef d'orchestre de toute la troupe. Il tire la langue, mais ça ne veut pas dire que tous les musiciens tirent la langue aussi. Il y en a qui se détachent, qui sont positifs. Donc c'est pareil, que ce soit sur les indices, c'est pas parce qu'il y a un indice qui baisse, comme par exemple le Nasdaq, qu'on peut pas forcément chercher des signaux d'achat sur le Dow Jones. C'est pas parce que le Bitcoin baisse que toutes les cryptos sont achetées et sont dégueu et qu'il n'y a pas d'opportunité. Si on s'entoure de choses positives, on a beaucoup plus de chances de trouver des choses positives. Et inversement. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce dimanche et pour toute la semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!